Une nouvelle place Victor Hugo pour un nouveau marché de Noël. La construction des chalets en bois s'achève pour accueillir la semaine prochaine les commerçants et autres animations pour une ouverture prévue vendredi 26 novembre. À l'automne, il n'y a pas que les feuilles des arbres qui s'envolent. Les feuillages fait son show à la Salle Noire ce week-end. Sur scène, les danseuses des Chéri Chéri et la musique live des Barbarins Fourchus pour un spectacle inédit qui donne un peu le tournis. Et puis, son nom est indissociable de l'interview sportive. Nelson Montfort est l'invité de ce JT. Avec lui, nous parlerons des internationaux de France de patinage artistique qui viennent de débuter à Pôle Sud et également de son nouveau livre Mémoire olympique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 19 novembre 2021. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Retour du port du masque en extérieur à compter de samedi 8h en Isère. La situation sur le front du Covid-19 s'est dégradée ces derniers jours. Le département est sous surveillance. Le taux d'incidence s'établit à 126 cas pour 100 000 habitants. Dans le sud Isère, 38 patients sont hospitalisés, dont 4 en réanimation. Et dans les établissements scolaires, 106 classes ont été fermées en Isère. La préfecture annonce donc à partir de demain l'obligation du masque pour les 11 ans et plus dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles, des gares, espaces extérieurs, des centres commerciaux, des lieux de culte, sur les marchés, brocantes, dans les files d'attente, les festivals et spectacles et les rassemblements sur la voie publique. Le masque et le pass sanitaire seront donc obligatoires pour le marché de Noël de Grenoble qui ouvrira vendredi 26 novembre pour s'achever un mois plus tard, le 24 décembre. Ça vaut pour les 5 entrées de la place Victor Hugo. La grosse nouveauté, c'est qu'il n'y aura plus qu'un lieu. Lina Badreddine a assisté aux dernières heures du montage. Ça sent la magie de Noël par ici, mais elle n'a pas encore opéré. Il manque quelques coups de baguette avant l'arrivée des lutins, du vin chaud et des marrons grillés. Pendant 17 jours, les travaux d'installation des parquets, des 70 structures en bois et chalets, des câblages sapins et autres décorations doivent être exécutés sur la toute nouvelle place Victor Hugo. Il avait été pensé justement de faciliter les cheminements piétons entre les chalets du marché de Noël pour permettre justement que ça soit plus fluide, qu'on identifie mieux les différentes parties du marché et qu'on puisse avoir un parcours à l'intérieur du marché de Noël qui soit un petit peu plus intuitif. Et donc là vraiment on est dans une configuration des lieux qui permet autour de la fontaine, en tout cas du site de la fontaine, d'avoir quelque chose d'aménagé de manière cohérente et harmonieuse. Et cette place sera l'unique lieu du marché de Noël cette année, car le marché de l'économie sociale et solidaire, habituellement sur le square Docteur Martin, rejoindra le marché traditionnel. Il n'y a pas de raison finalement de cloisonner ces deux économies, l'économie dite classique et l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution des modes de vie, des modes de consommation, des attentes des citoyens. Et donc c'est logique finalement que tout le monde converge dans une même dynamique autour de ces nouvelles attentes. Et les exposants ont été sélectionnés sur des critères d'ancienneté, de proximité et d'artisanat, des producteurs et des commerçants à qui le marché de Noël avait manqué. Pour nous, c'était vraiment l'objectif de le tenir aussi pour ces acteurs économiques qui ont été fragilisés pendant la crise et qui ont besoin effectivement de pouvoir commercer en cette fin d'année. Il faut savoir que pour beaucoup de commerçants, ce mois-là, c'est une grande partie de leur chiffre d'affaires et donc quand elle n'a pas lieu, ils se retrouvent souvent en difficulté. L'année dernière, elle n'a pas eu lieu, ça a été compliqué pour eux. Et donc cette année, on veut le maintenir aussi pour qu'ils puissent commercer, pour qu'ils puissent aussi vivre de leur activité parce qu'aussi derrière, c'est de l'emploi et c'est de l'emploi local et c'est important pour nous. Ce grand retour du marché de Noël est donc un beau cadeau à l'approche des fêtes. Et le marché des sapins de Noël avec les producteurs locaux ouvrira lui le 3 décembre, boulevard Clémenceau. Ça ne sentait pas le sapin. 535 kilos d'herbe et 57 kilos de résine de cannabis ont été saisis par les gendarmes de Grenoble dans la Loire et l'Isère. 9 personnes ont été interpellées, dont 4 mises en examen. C'est un colis destiné à un auto-entrepreneur de Varsalière et Rissé qui a mis les enquêteurs sur la piste. Sa boutique et son site en ligne de vente de CBD abritaient un trafic international de stupéfiants avec un taux de THC en moyenne 4 fois supérieur au taux légal de 0,2%. Une société basée à Turin était également impliquée.
Le président de Grenoble-Alpes Métropole et maire de Pont-de-Claix, Christophe Ferrari, est l'invité du QG politique cette semaine. L'occasion de passer en revue les grands dossiers concernant l'agglomération et de revenir aussi sur les conflits récurrents avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, censé pourtant être son allié. Dernier exemple en date, on en a beaucoup parlé dans cette émission, c'est l'affaire, on va l'appeler comme ça, du pont Esclangon entre Grenoble et Fontaine. La métropole avait décidé de le réouvrir à la circulation automobile en septembre après des travaux. La ville de Grenoble n'était pas d'accord, elle préférait dédier uniquement ce pont au passage des vélos. Et il a fallu 2 mois avec l'intervention de la justice pour que l'affaire se règle. Quand un couple arrive à faire appel à la justice pour régler un problème, on est plus proche quand même du divorce que de la lune de miel. En même temps, il faut de temps en temps, pour celles et ceux qui ne comprennent pas, que le droit soit dit. Et la justice a dit que la métropole avait raison, et que ce n'était pas la ville de Grenoble qui avait raison. Donc à un moment donné, ça permet de poser un élément de jurisprudence à celles et ceux qui considèrent qu'ils peuvent avoir raison à la place de la métropole, à la place de la commune de Fontaine. Le QG politique à voir et à revoir vendredi à 21h15, samedi à 13h et dimanche à 19h. Si certains se dévoilent un peu sur le plateau du QG politique, d'autres le font sur la scène de la salle noire. Billy Mays, Mimi Olala, Lady Arsenic, Sacha Foxylicious, Vanda de Lullabies sont danseuses et spécialistes d'effeuillage burlesque. Un style remis au goût du jour notamment par Dita Von Teese. Ces chéris-là ont trouvé sur leur chemin les Barbarins fourchus. À l'arrivée, un spectacle inédit à Grenoble auquel Éléonore Pointeau a pu assister comme tout public averti. Un retour dans les années 60 avec le Peekaboo Club Show. Dans la salle noire de Grenoble, les danseuses du Chéri Chéri se sont effeuillées sur des airs de blues joués par les Barbarins fourchus. Entre ces artistes grenoblois, c'est leur deuxième collaboration. Il vient d'une envie en fait de savoir qu'on avait des personnes qui font de la musique live, qui se rapprochent parfois dans leur style, du style des années 50, du début du burlesque, et qui du coup pouvaient avoir un grain de folie aussi, qui pouvait s'associer avec nous. Elles sont danseuses, costumières et parfois chanteuses. Toutes très différentes, elles mettent l'effeuillage burlesque au goût du jour. Un spectacle qui est le fruit d'un travail commun entre musiciens et danseuses. Chaque numéro est créé spécialement pour ce show. On nous a donné les musiques et on s'est dit, ok, alors qu'est-ce que ça m'évoque ces musiques ? Et petit à petit, on construit, on apporte des mouvements, on apporte des étapes du costume aussi. Et voilà, et ça dépend les danseuses. Pour moi, je commence par la musique et après, je construis tout le reste. Faire rêver les spectateurs, c'est l'objectif du Peekaboo Club. Aux côtés des danseuses, 4 musiciens jouent en live. Du début à la fin, ils rythment les numéros. Un véritable spectacle musical aux allures de cabaret. Du coup, voilà, c'était une recherche, surtout pour nous, musicale autour des sons vintage. Donc, une certaine couleur de l'époque, les orgues mondes, le piano, les guitares, la contrebasse. Donc, tout ça, c'était un univers qu'on voulait faire vivre. Un spectacle plein de liberté qui sait séduire son public. Le Peekaboo Club espère jouer dans d'autres salles ailleurs en France et faire naître des vocations. Et pour ces 2 premiers spectacles, vendredi et samedi, le Peekaboo Club a fait le plein. C'est complet, toute l'actualité des Chéri Chéri sur leur compte Facebook. Ce n'est pas leur tenue qu'ils et elles vont faire glisser jusqu'à dimanche à Pôle Sud, mais seulement leur patin. Des compétiteurs du monde entier participent aux internationaux de patinage à Pôle Sud. Grenoble qui accueille l'événement pour la 4e fois. Après les programmes courts aujourd'hui, les longs samedi et le gala de clôture dimanche après-midi. Pour en parler, un spécialiste des bords de piste. Bonsoir Nelson Montfort. Bonsoir Marie-Caroline. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, est-ce que vous êtes à Grenoble pour le plaisir ou le travail ? Les deux, les deux à la fois, parce que c'est toujours un plaisir de revenir dans votre cité où j'ai énormément de souvenirs. Et puis pour le travail, puisque vous l'avez dit, je commente donc dès demain avec l'ami Philippe Candeloro et Annick Dumont ces internationaux de France de patinage qui sont d'autant plus intéressants qu'ils tombent dans une année pré-olympique, enfin olympique même, puisque vous le savez qu'à Pékin au mois de février, les mêmes patineurs que l'on voit ici seront présents en Asie du Sud-Est. Ici, ce sont ceux dont vous parliez, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron dans leur programme court de cet après-midi.
Je ne vais pas vous faire commenter toutes les images que l'on voit, vous n'êtes pas encore à l'antenne sur France Télévisions. Je m'échauffe. À quoi peut-on s'attendre dans cette compétition? Je pense à de bien belles choses, notamment de Gabriella et Guillaume, qui sont vraiment aujourd'hui au sommet de la pyramide mondiale. Ils sont quand même quadruples champions du monde. Je veux dire, tout sport confondu, il n'y a pas tellement de Français quadruples champions du monde, quintuple champion d'Europe, vice-champion olympique. Il ne leur manque pas grand-chose. Il leur manque effectivement peut-être un titre olympique. Ils ne sont pas les seuls en lice. Mais là, cet après-midi, dans le programme court, ils ont pris une avance très intéressante sur leur adversaire russe notamment. Donc je suis très optimiste en ce qui les concerne. En plus, ils sont des jeunes gens bien sur la glace, ça on le sait, mais également bien dans la vie. Je les aime beaucoup, vraiment. Beaucoup. Alors, vous l'avez dit, il y a des compétiteurs russes aussi, des jeunes filles de haut niveau. Oui, il y a des jeunes filles de très haut niveau. D'ailleurs, les adversaires principaux de Gabriella et Guillaume sont russes. Oui, et puis également, je voudrais quand même dire un petit mot sur le patineur grenoblois, Kevin Emos, voilà, exactement. Qui est de retour après une blessure. Absolument, une assez grave blessure. Et là, je pense que pour Kevin, la saison qui vient peut être très intéressante. Il va être championnat d'Europe, championnat du monde entre les deux Jeux Olympiques. Moi, je le vois bien dans les 5 premiers du championnat d'Europe et dans les 7-8 premiers des JO et des championnats du monde. Bon, on enregistre et on essaiera de le noter si ce sont vos pronostics. Alors, vous sortez ces jours-ci un livre, Mémoire olympique, aux éditions Michel Lafon. Avant d'y revenir, vous serez présent à Pékin en février ? Voilà, alors ça, Pékin, ce sont donc les Jeux Olympiques d'hiver où je serai présent notamment pour commenter les épreuves de patinage de vitesse et de short track. Mais dans ce livre, effectivement, ce sont les Jeux Olympiques d'été. Parce que sinon, il aurait fallu 2 tomes et un livre de 500 pages. Moi, j'ai voulu effectivement écrire un livre plus léger sur les Jeux Olympiques d'été, mais je remonte même Athènes, presque à Athènes, et voilà. Mais je remonte effectivement aux Jeux de 1896, les premiers Jeux modernes. Je fais même allusion aux Jeux de 700 avant Jésus-Christ, également à Athènes. C'est un livre que j'ai voulu gai, chaleureux, avec plein d'informations, mais surtout des informations derrière le backstage, comme on dit, des informations, le coulisses, des anecdotes. Il y a énormément d'anecdotes, certaines beaucoup légères, d'autres un peu moins légères, mais voilà. On se rend compte également que l'histoire de l'olympisme rejoint souvent l'histoire tout court. Bien sûr, comme à Munich. Voilà, Munich 72 avec ce terrible attentat de Septembre Noir. 4 ans avant, Mexico 68, vous savez, avec les points des athlètes noirs américains en solidarité par rapport aux Black Panthers. Tout ça, j'explique le contexte de l'époque aussi. Et là encore, peut-être que l'histoire pourrait encore rencontrer les Jeux Olympiques, puisque Joe Biden et la Chine sont un petit peu en bisbille. On se murmure qu'une délégation américaine, si les sportifs pouvaient venir, en tout cas, peut-être que les politiques boycotteraient Je pense Pékin. qu'on va sans doute s'orienter vers ça, parce qu'un boycott sportif, on a vu, parce qu'il y en a eu plusieurs, j'en parle également dans le livre, n'amène à rien si ce n'est à pénaliser les athlètes. Bien sûr. Donc, nous verrons. Je pense qu'on pourrait s'orienter vers ce que vous venez de dire. Ouais. Est-ce un boycott diplomatique. Alors, même si vous étiez tout jeune, vous aviez à peine 14 ans, mais est-ce que votre amour des JO, il n'est pas né en 68 en regardant la cérémonie des Jeux de Grenoble? C'est exactement ça. C'est ce que j'explique dans le livre. En regardant cela et puis en regardant un exploit qui, je pense, a marqué à jamais le sport français, celui de la coureuse Colette. Alors là, ce sont les Jeux de Grenoble. Mais oui, on vient de voir Honoré voilà. Bonnet, Jean-Claude Killy. Nous ne sommes pas très loin d'ici. Ça, c'est les Jeux Olympiques de Grenoble 68. Le général de Gaulle qui proclame l'ouverture. Madame de Gaulle, qu'on aperçoit également. Ce fut Alain Calmat, d'ailleurs, qui allume la flamme. Le voilà. J'anticipe sur ces images. Et puis, effectivement, Grenoble 68 pour les Jeux d'hiver et Mexico 68 pour les Jeux d'été m'ont donné certainement, j'étais tout jeune à l'époque, m'ont donné, ici c'est Jean-Claude, le goût des Jeux Olympiques, que ce soit été ou hiver, puisque j'ai eu, ici c'est Guy Perria qui avait été battu d'un souffle par Jean-Claude Killy. Voilà, qui m'ont donné le goût. C'est des aventures humaines. Totalement, totalement de l'aventure humaine. Et c'est aussi ce que j'essaie de retracer dans ce livre. Bien au-delà du sport. Et je signale que ce livre, vous le dédicacerez samedi de 10h à 12h à la librairie de Citre à Grenoble. Voilà, ce sera l'occasion de rencontrer aussi vos nombreux admirateurs. Merci beaucoup, Nelson Montfort. Merci à vous, Marie-Caroline. À très bientôt. Et puis, bonne continuation pour le week-end. Bonne continuation à Télé Grenoble, parce que pour plein de raisons, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée, excellent week-end à tous.